Bonsoir à tous. Donc on s'est mis à deux là, pour la présentation ce soir, même si c'est Mohamed qui va plutôt parler. Ouais. L'idée c'est de vous présenter une thématique sur laquelle on travaille depuis quelques années sur le Fortest, c'est l'IA appliquée au test. Et on ne va pas faire toute l'historique de l'IA appliquée au test, on va faire un focus ce soir sur une thématique qui est un peu le buzzword de l'année sur ChatGPT. Mais ChatGPT arrive dans un historique qui a commencé il y a déjà plusieurs années, qui a déjà été implémenté par des industriels il y a plusieurs années. Voilà. Mais, sauf que aujourd'hui, c'est accessible au grand public et que ça change pas mal la donne. Donc moi, je suis Julien Menkwakebek, responsable de la structure All for Test. Mohamed, je te laisse te présenter sur la croix pour que tout le monde puisse te voir dans la vidéo. Cette croix qui est là. Ah. Il n'y en a qu'une. Il y a deux croix. C'est mon chemin de croix. Bonjour, je suis Mohamed Jean-Philippe Sangaré, j'ai deux prénoms de culture. J'ai commencé ma carrière comme enseignant de mathématiques en lycée, prépa et compagnie. Et puis après, j'ai basculé dans l'IT, comme on dit. Et depuis, j'ai travaillé pas mal de temps sur les problématiques de qualité, de tests. Et ce qui me un peu plus tard dans la réalité virtuelle. En gros, je suis un geek qui essaye de vivre de sa passion au travers des missions. C'est-à-dire là, pendant quelques temps, je me suis occupé de réalité virtuelle et maintenant d'intelligence artificielle. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez l'actualité, que ça va vite. Ça va très, très vite. Donc voilà, avec Julien, on va voir qu'est-ce que ça va nous donner, comment est-ce que ça s'applique au test. Mais quand je dis ça va vite, ça ouvrira le débat pour après. Julien ? C'est toi qui as la télécommande. Je ne sais pas comment ça marche. Là. Appuie sur le petit triangle. J'ai fait le petit triangle. Il ne marche pas, le petit triangle. Ça ne va pas si vite que ça. Hein. Viens voir. Regarde. Ils n'ont pas testé avant de livrer. Alors, je dis ça aux jeunes, c'est ce qui se passe, c'est ce qui vous attend. Hein. Plus tard, quand vous allez travailler, vous allez voir qu'on ne teste pas avant de livrer, et puis après, il y a des problèmes. Bon. Ah, c'est encore les étudiants qui ont fait une... Non. Oh là là, c'est pas possible, ces jeunes. Nous, les jeunes, attends. Voilà. Allez, on y va. Okay. Donc, de quoi on va parler sur le sommaire rapidement ? C'est la thématique de la présentation. Donc, il y a une partie théorique, je ne vais pas vous lire toutes les têtes de chapitre, donc sur le contexte, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. Et un cas plus pratique où on va, en temps réel, vous donner un cas d'usage sur comment on peut générer des scénarios de test à partir d'une spécification, puis générer des scripts de test automation donc en Gherkin et dans un langage ensuite, et sur des frameworks Selenium ou autres. Bon, on ne va pas pouvoir rentrer trop dans les détails en une demi-heure, mais l'idée, c'est que ce soit un peu plus concret pour vous. OK. Ah, voilà, je te laisse un petit peu faire l'historique sur ces sujets-là. Voilà, ça marche comme ça. Voilà. C'est top. Alors, donc, l'IA et le deep learning, je pense qu'il y a pas mal de futurs ingénieurs ici qui sont déjà au courant ou des ingénieurs confirmés. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On a eu par le passé, depuis 40 ans à peu près, l'intelligence artificielle se développe. Et là, on a une accélération ces dernières années. Dans le domaine du test, la génération des cas de test à partir d'algorithmes d'IA, ça ne date pas non plus d'hier. Ça fait quelque temps que les gens les utilisent pour générer des cas de test. Et fin 2022, il y a un shift qui est arrivé, c'est OpenAI avec sa solution ChatGPT et qui va beaucoup changer les choses. Quand je dis beaucoup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont pris conscience, mais pas tout à fait encore. Voilà pourquoi on a un peu ce côté évangéliste quand on en parle. Quand on s'appelle Mohamed, on ne peut pas trop éviter d'être un peu prophète. Mais en même temps, ce qu'on prépare pour vous, c'est plutôt une ouverture des champs, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont cette vision encore de chatbot, qui vont juste utiliser ChatGPT comme étant un outil d'interaction, poser 2-3 questions, des choses, et s'arrêter là.
mais ça va beaucoup plus loin. C'est ce qu'on va vous démontrer aujourd'hui avec le test. C'est ça le plus important. S'il y a un message à retenir, c'est qu'au-delà de l'utilisation béotienne, naïve, que beaucoup de gens ont commencé à avoir de ChatGPT, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de l'utiliser en entreprise de façon efficace. Et dans le domaine du test, qui est le cœur de métier de All4Test, eh ben, c'est encore plus pertinent. Alors, quel est l'apport de l'IA justement pour les tests d'une manière un peu concrète? C'est la question qu'on va traiter là sur cette partie-là. Oui, il a parlé tout à l'heure d'automatisation, je ne sais pas si vous aviez suivi. L'automatisation des tests, c'est vraiment le saint graal de beaucoup d'entreprises. Ça veut dire qu'en gros, on sait faire des tests, on sait faire des tests manuels. Avant de livrer un produit en production, on va tester l'interface, on va tester les règles métiers et tout ça. Mais il y a des outils qui existent qu'on appelle je parle aux jeunes, excusez-moi, ceux qui savent déjà. Il y a des outils qu'on appelle des outils de tests automatisés et qui permettent d'automatiser les tests. Et donc là, grâce à l'IA... Oui, c'est ça. Mais là, donc, dans ce cas d'usage, Mohamed, pour rebondir, oui. C'est pas d'automatiser des tests qu'on a écrits de manière manuelle, c'est d'analyser ce qui se passe en prod sur votre site. Donc, si vous avez un site d'e-commerce, regardez le comportement de vos clients, récupérer tous les logs de prod et grâce à ça, les comparer à ce que vous avez par exemple fait avec vos tests manuels ou vos scripts de test automation et de s'apercevoir s'il y a une différence entre les deux et de générer automatiquement des scénarios de test qui vont reprendre les scénarios de test auxquels vous n'avez pas pensé mais qui sont faits, qui correspondent à des comportements utilisateurs de vos clients. Donc ça, c'est des choses que la plupart des gens ne font pas aujourd'hui. Il y a quelques outils qui commencent à faire ça. Il y a des éditeurs en France qui commencent à proposer ce genre d'approche. Donc là, c'est vraiment basé sur les logs. Encore faut-il récupérer tous les logs de la prod. Voilà. Ce qui n'est pas toujours simple. Quand on va utiliser l'IA dans le domaine du test, on va améliorer la couverture. Ce qu'on appelle la couverture des tests, petit cours d'école, c'est de savoir si le code qu'on a produit est suffisamment testé, si on a fait suffisamment de tests sur le logiciel. Ça s'appelle une couverture la couverture des tests. Et grâce à l'IA, vous verrez avec ChatGPT, c'est encore plus visible, eh ben, on a la possibilité d'améliorer la couverture des tests. La génération des scripts d'automatisation des tests avec l'intelligence artificielle, on gagne beaucoup de temps. Et vous allez voir aussi, encore une fois, grâce à la démo, que ça va très très vite et assez loin. La détection automatique des bugs dans le code, eh ben, grâce à l'IA, encore une fois, désolé de me répéter, on a une bonne détection des bugs dans le code et les tests de qualité des IHM, les tests de sécurité et les tests de performance. Donc ça va loin, ça couvre tout le domaine du test. C'est que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, en tout cas les solutions d'intelligence artificielle qu'il y a sur le marché pour couvrir tous les besoins en matière de test. Donc voilà un peu. Ok, alors, mais quels sont les défis vraiment liés à ces implémentations d'outils aujourd'hui? Bonne question, Julien, merci de l'avoir posée. Mohamed, je te remercie. Comme c'est marrant. C'est ma question favorite, celle-là, j'adore. Voilà, les défis. Bon, c'est pas moins cher, soyons clairs. Déjà, les profils d'ingénieurs IA, il n'y a pas tant que ça, d'une part. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il y a de la formation à avoir dans les entreprises, à mettre en place. Il y a aussi l'infrastructure, c'est pas donné. La gestion des datasets, comme on dit, c'est pas non plus à la portée de tout le monde. Donc, il y a des enjeux de coût. Ensuite, il y a la nécessité de données de qualité. Pour peu que vous soyez intéressé un peu à l'IA, vous savez qu'il y a pas mal de problèmes liés aux données. Les données sont récupérées un peu à gauche et à droite. Et à un moment donné, il faut bien les consolider. Et ça demande pas mal de travail et d'efforts que tout le monde n'a pas encore fait. Ce qui fait que la qualité des données qu'on a dans les projets d'IA sont assez problématiques.
La complexité, c'est pas simple. C'est pas parce que j'ai un micro que je vous dis c'est super l'IA, venez les amis, on va en faire. C'est pas simple. Il y a des enjeux intellectuels, il y a des enjeux d'apprentissage, il y a des enjeux de mise en œuvre. Donc c'est assez complexe, pas pour certaines tâches, mais ça reste quand même abordable. Le manque de transparence. Pour peu que vous utilisiez une solution du marché, vous ne savez pas ce qui a été fait derrière. Les algorithmes, même ceux qui les ont, qui travaillent, qui développent des algorithmes, ils ne savent pas exactement pourquoi ça marche et comment ça marche. Voilà, je vous jure. Pourquoi? Parce que c'est de la probabilité. Et quand on dit probabilité, on ne peut pas savoir à l'avance. Donc à chaque fois, quand vous utilisez des données, vous ne savez pas ce que vous manipulez. Ensuite, toujours les défis, le risque de biais. Ce qu'on appelle un biais en intelligence artificielle, c'est le fait d'alimenter de façon fausse les données. Ça veut dire qu'on va, par exemple, privilégier un groupe de population. Typiquement, il y a eu des cas où la détection des Africains, des personnes d'origine africaine ou de couleur, qui ont un taux de mélanine assez élevé. D'accord ? Eh bien, ce n'était pas tout à fait simple de les intégrer dans certaines données, dans certains jeux de données, au tel point que des logiciels d'intelligence artificielle avaient ce qu'on appelait le biais racial, et ce biais racial, il est tout le temps là, qui fait qu'une personne de couleur noire dans des dossiers criminels va tout de suite apparaître comme potentiel coupable, contrairement à quelqu'un qui a un taux de mélanine inférieur. Donc ici, la testabilité, ce n'est pas simple de tester les applications d'IA. Pourquoi? Parce que les résultats sont imprévisibles. Le testeur standard qui a été biberonné à l'ISTQB ou machin, il attend un résultat, il a un résultat attendu et il a un résultat obtenu. Il est capable de dire « Ah, mais ce n'était pas bon ». Mais avec l'IA, c'est totalement différent aujourd'hui. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on va obtenir. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On ne saura pas trop. C'est la science du testeur qui va rentrer en ligne de compte. On a des problèmes de gouvernance et de réglementation. Ce n'est pas simple. Aujourd'hui, les données qui sont manipulées, elles sont soumises à des réglementations internationales, locales. Aujourd'hui, l'Italie a, par exemple, interdit ChatGPT parce que le traitement des données, des données personnelles par OpenAI ne leur convient pas. Donc, en attendant, il n'y a pas de chose. Donc, ce n'est pas simple. Ce n'est pas tout à fait chose. Mais alors, là, je dois poser une question. Oui. Alors, mais est-ce que l'arrivée de ChatGPT change la donne, mon cher Mohamed? C'est ça ma question. Oui, on est là pour vendre. Pourtant, on n'a pas un centime, on est mauvais. Hein. Ils ne nous donnent même pas quelque chose. On fait les pom-pom boys d'OpenAI. On n'a pas un centime. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va, on y croit. ChatGPT change tout. Mes frères, fermez la porte, les robots nous écoutent, je vous assure, on est là, on est la résistance, là, on est les derniers humains, ceux qui... ChatGPT change la donne, mais vraiment radicalement. C'est-à-dire l'échelle, c'est ce qui valait 1 an avant décembre, ça vaut maintenant 1 mois. Et 1 mois, le mois devient le jour, et le jour devient la minute. 1000 applications par jour qui sortent dans le domaine, enfin par jour. J'exagère, je crois que c'est par mois, ou le dernier mois, je ne sais plus. Ah, tu t'enflammes. Non, je m'enflamme. Voilà, c'est la passion. J'en peux plus, là, ChatGPT. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe là avec ChatGPT, Julien, et tu le sais aussi bien que moi, c'est que c'est déjà, bon, pour ceux qui auraient loupé l'épisode précédent, c'est un langage, c'est un modèle développé par la société OpenAI. C'est un traitement automatique de langage qui va deviner le mot quand on saisit ce qu'on appelle un prompt, qui va, par des calculs de probabilité, essayer de trouver le meilleur mot qui va suivre un autre. Donc là, c'est basé sur les réseaux neuronaux. Et on dira, voilà, on peut aujourd'hui, avec la version 4, générer directement dans ChatGPT des images, du multimédia, comme on dit, et tout ça. Donc, à la base, c'est une solution d'intelligence artificielle qui ne fait pas que répondre à des questions qu'on lui pose, mais qui est capable de nous accompagner dans l'apprentissage. Et ça, je le dis pour les étudiants.
Si vous loupez ça, vous loupez quelque chose d'important. Vraiment. Nous, les profs, les profs, jusqu'ici, on est dépositaires du savoir. C'est-à-dire, quand vous avez un problème la nuit, qu'est-ce qu'il va dire le prof demain? ChatGPT peut répondre à vos questions et je vous le garantis. Il faut savoir poser la question, vous aurez la réponse. Donc, ne négligez pas, ne le prenez pas comme juste un chatbot. Vous avez la possibilité d'apprendre énormément dans plein de domaines et allez-y. Et puis, il n'y a pas que ChatGPT, on en parlera aussi. Donc, ça donne l'impression parfois de comprendre, mais ça ne comprend rien du tout. C'est de la probabilité. D'accord? Mais le résultat est là. On ne sait pas trop bien pourquoi ça marche, mais ça marche. Donc, on prend comme c'est. Il est possible de l'utiliser pour des tâches de génération de texte, de traduction automatique, de synthèse vocale, etc., etc. Donc, on est avec un outil qui est formidable. En somme, c'est un modèle très avancé de NLP, comme on dit. Pardon, je suis allé un peu vite, hein, je reviens, excusez-moi. Voilà. Donc, il peut être utilisé pour de nombreux scénarios, allant de la génération de texte à la reconnaissance de la parole et tout ça. On va rentrer dans le vif du sujet. Dans le métier de Julien, parce qu'il y a du client là. C'est qui France pour se connecter vraiment sur la thématique. Donc la question qu'on s'est posée, c'est effectivement, mais donc est-ce qu'on peut se servir de cet outil pour générer des scénarios de test en lui donnant en input les spécifications, une user story ou un comportement utilisateur d'une application? C'est la question. Oui, 3 fois oui, et c'est là qu'on va faire un peu de démo et vous allez comprendre pourquoi. Ça peut être utilisé pour la génération de cas de test. Ça veut dire qu'en gros, vous avez une user story, vous lui demandez juste « génère-moi le cas de test lié à cette user story ». Il peut vous générer le cas de test. Les scénarios de test, donc l'assemblage de tests pour faire des campagnes, il peut vous générer des scénarios de test. Générer aussi des scripts. Ça veut dire que non seulement il vous génère le cas de test, il vous les assemble pour faire des scénarios, mais il peut automatiser. Là, il y a Agilitest qui ne sera pas content, là. Mais il n'y a pas que Microfocus aussi. Mais Microfocus avait pris de l'avance avec UFT quand même. Donc voilà, ça peut le faire. Donc, alors comment on fait pour l'utiliser ? Très concrètement, on fait ce qu'on fait d'habitude, ce que tout le monde fait. C'est-à-dire, vous avez une question, si vous avez déjà utilisé ChatGPT, vous avez une question, vous la posez naturellement à ChatGPT, et puis vous aurez la réponse. En gros, ici, il faut un contexte. Il faut savoir ce qu'on veut. Il n'y a que les personnes qui osent poser des questions qui tireront le mieux leur épingle du jeu dans ce qui est en train de se mettre en place, dans ce qui est en train d'arriver. Si vous êtes trop formaté à accepter les réponses et regarder et prendre pour argent comptant les choses, vous loupez quelque chose de fondamental. L'école, généralement, a tendance à refréner cette envie de poser des questions parce qu'il faut aller vite. Il y a le temps, le prof, il n'a pas le temps. Même là, Julien, il stresse avec moi et tout, alors qu'on est des humains, on se parle. Eh bien, il faut savoir poser des questions. Si vous savez poser des questions, donc poser un contexte, eh bien, vous avez gagné. Donc, première chose, le contexte et les données d'entraînement. Deuxième chose, il faut travailler avec des experts de test. Les consultants All4Test sont parmi les meilleurs de la place. Ça y est, tu t'enflammes. Voilà. Non, j'essaye quand même. Eh bien, il faut travailler avec des experts de test. Pourquoi ? Pas que de test. Si jamais on remplace test ici par un autre métier, d'accord ? Eh bien, je dirais la même chose. Ça veut dire qu'en gros, à l'état où on est, la solution, elle est immature. Les solutions qu'on a sur le marché sont immatures au sens métier, au sens compréhension fine des choses. Donc, il faut les entraîner, il faut leur dire des choses. Donc là, les experts de test, dans notre cas, parce que nous, on veut prouver à travers ces quelques minutes ensemble là, qu'on peut le faire avec le test. Donc, on va se concentrer sur les experts de test. Donc, en travaillant avec les experts de test, il est possible d'optimiser l'utilisation de ChatGPT. Donc, on arrive ici, on va prendre... Vas-y, je ne sais pas si tu as prévu de poser. Donc là, on rentre dans le cas d'étude, sur une application bancaire. Donc, je te laisse présenter l'appli, Mohamed. Cette application, elle est complètement inventée. C'est ChatGPT, je lui ai dit, écoute, j'ai une conférence, je balise, je ne sais pas ce que je vais dire, je n'ai pas l'habitude.
qu'est-ce que je peux proposer au public? Domaine bancaire, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, bon, ben, voilà, une application bancaire. Je dis, ben, super. Donc, ce serait quoi? Donne-moi un exemple d'application bancaire, une fonctionnalité. Il a choisi carte de crédit. Donc, c'est une application bancaire. Les utilisateurs peuvent gérer leur carte de crédit et de débit en ligne, consulter l'historique des transactions, bloquer ou débloquer des cartes perdues ou volées. Tout seul. Recevoir aussi des notifications en temps réel pour des transactions effectuées avec leur carte. J'ai déjà travaillé à la Société Générale ou à la BNP. Et ben, c'est le genre de fonctionnalité que vous pouvez trouver dans des applications bancaires. OK? Donc, là, on va prendre une utilisatrice. Elle va me tuer le soir. Quand je vais rentrer à Genève demain, c'est ma fille. Elle n'aime pas être affichée, je l'affiche. C'est parce qu'elle m'a énervé. Elle est contente alors. Elle m'a énervé ces temps-ci, donc je profite. Alors, donc, une utilisatrice. Mais là, ce n'est pas son vrai nom, c'est pour garder l'anonymat. Myriam Dambélé. Et RGPD. Voilà. Myriam Dambélé, elle a perdu sa carte de crédit. Les couleurs, c'est de moi. Julien, il n'a pas du tout aimé. Il me dit, mais c'est quoi ça? Je dis, mais ça, c'est pour faire joli. Vous aimez bien, non? Répondez-lui, dites-lui que c'est joli, c'est très pro là. Merci. Donc ici, vous avez Myriam Dambélé, une utilisatrice, donc cas d'usage, hein, comme on dit en informatique, qui a perdu sa carte de crédit. Elle reçoit une notification, n'oubliez pas les spécifications qu'il y avait juste avant. Elle ouvre l'application bancaire et elle peut bloquer tout de suite sa carte. La carte est bloquée avec succès et puis elle peut demander un remplacement. Ça, c'est le cas typique. Vous demandez à n'importe qui travaille sur ce type de projet. C'est le genre de scénario qu'on va tester naturellement avec différentes combinaisons et tout ça. Donc, Julien, il est toujours sceptique. Il ne me croit pas parce que la première fois on a parlé, il m'a dit « ouais, c'est ça, ouais ». Parce qu'il en a vu un peu, on a tous, en informatique, on vend des châteaux en Espagne, on construit l'automatisation, par exemple, on dit aux entreprises depuis des années, ça marche super bien, et puis à chaque fois, quand ça commence, c'est chaud, ça ne marche pas toujours. Hein, n'est-ce pas, Frédéric? Et donc ici, l'application qu'on va tester, là, le cas d'usage ici, on va, à partir de la user story que je vous ai montré avec Myriam Dembélé, on va non seulement l'écrire en Gherkin. Il y a combien dans la salle qui connaissent Gherkin? Ah, quand même, je suis pas. C'est bien, je vous aime bien vous. Au début c'était un peu, mais là, donc vous connaissez Gherkin. Eh ben, ça va me faire gagner du temps. Donc en langage de test Gherkin, et ensuite on va convertir ces cas en un seul script Selenium. Chiche. Si vous ne me croyez pas, ceux qui ont déjà fait, ils savent que c'est une grosse galère. Il y en a combien qui ont déjà programmé avec Selenium? Bon, ça se réduit. Selenium, c'est une solution open source à la portée de tout le monde. Vous pouvez l'installer même dans Chrome. Je vous parle pour ceux qui n'ont jamais fait. Il y a un plugin. Vous l'installez, vous enregistrez, vous rejouez, et puis après, vous pouvez mettre la main dedans. Et vous pouvez aussi l'utiliser avec Java, Python, enfin Python, etc., etc. Donc, c'est une solution open source du marché qui a été poussée par les ingénieurs de Google depuis des années. Et donc, ça marche très, très bien. C'est pas mal comme solution. C'est assez frustre, mais ça marche bien. Donc, on va lui demander de générer en Java, mais ça pourrait être Python, peu importe, pas de problème. Donc là, on a prévu une vidéo, mais je vais oser faire le live. C'est-à-dire qu'en gros, je vais prendre la US que je vous ai montrée et je vais tenter de la jouer tout de suite dans ChatGPT parce que des fois, les PowerPoint, ça ment. Je le dis pour les jeunes, hein, entre nous. Je comprends. Donc, les PowerPoint, ça ne dit pas toujours la vérité. Donc, je vais le montrer en live. Ça veut dire que je vais prendre la US. Je vais la coller dans ChatGPT. Je vais lui demander de générer le cas de test parce que je sais, il y a des test managers. Je les regarde du coin de l'œil, ils m'attendent au tournant. Attention à l'effet démo quand même. Hein, je vais vous prouver. Oh putain. Voilà. L'effet démo. Donc, on va prendre la US qu'on avait. On va oser. Et puis, on va la mettre dans ChatGPT pour prouver au public ébahi. Donc voilà, je reprends, je l'avais ici, je vais poser le micro 2 minutes si vous permettez. Donc en fait, cette user story, je vais juste demander à ChatGPT au départ.
C'est pas compliqué le Gherkin, je fais même pour que les gens se comprennent. Merci. Attends, je t'aime bien, toi. C'est mon ami. Je suis Forrest Gump, moi. Moi, j'aime tout le monde. Donc, ici, ChatGPT, pardon, la user story que je vais vous montrer, je la prends telle qu'elle et je la mets dans ChatGPT. En gros, je lui demande, merci, hein, c'est très gentil, ça va aller, c'est gentil. C'est un garçon. Bon, c'est en Gherkin que je veux qu'il me traduise la US. Donc, je prends directement. Oui, je disais que c'est le travail du testeur normal, hein, d'écrire en Gherkin. Voilà. Vous allez considérer qu'on fait ça en même temps. Donc, je prends la user story. Je la copie, je la colle dans ChatGPT. Je lui demande de traduire cette user story en Gherkin. Ceux qui connaissent, ils vont me dire, ouais, c'est ça, fais voir ton Gherkin, je vais voir s'il est bien. Voilà. Donc, il est en train de me le sortir en Gherkin. D'accord? Il n'est pas bon, mon Gherkin, là, dites. Hein? C'est pas le mien, c'est celui de ChatGPT, mais au moins, vous le voyez. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il correspond à la chose. C'est quelque chose que vous pouvez appliquer demain. Je veux dire, vous retournez au boulot demain, vous dites, tiens, est-ce que j'ai suffisamment de couverture de mes cas de test? Vous pouvez le faire à la maison, enfin même au bureau demain. Comme ça, copier-coller, je veux plus de cas de test pour cette US. Il va vous la sortir. Si vous travaillez en Gherkin, tant mieux, il vous le sort. Ensuite, deuxième étape, je ne me contente pas de traduire en Gherkin mon scénario, je lui demande d'aller plus loin, de me sortir du code Python. Et vous allez voir, je lui demande juste ça. Deuxième étape, conversion en Python. Donc j'ai mis un peu de ralenti pour faire un peu l'homme qui valait 3 milliards. C'était mon héros quand j'étais petit. C'est pour ça que c'est comme ça, vous voyez. Mais bon, je parle d'un temps pour que les... Voilà. Donc ici, en Python pour Selenium, je précise. Ah. Donc vous allez voir le code qui va sortir. Pendant que ça fait ça, de toute façon, je vais encore refaire mon évangéliste. C'est puissant, ça va loin, ça va très loin. Allez-y maintenant. Si vous attendez, le train sera déjà parti. D'accord? Ça ne va pas si vite que ça. Hein. Pour les jeunes et pour les vieux, allez-y maintenant, quel que soit le domaine, que vous soyez en train d'apprendre de l'admin système ou de choses. Voilà. Donc ici, ce qui sort là, je vous assure, c'est de l'huile de coude normalement pour un vrai testeur. Les automaticiens, ceux qui arrivent à ce niveau de code et de choses, il leur faut de l'expérience. Il faut comprendre le Python. Qu'est-ce qu'il fait là? Il me sort un squelette. Je ne vais pas faire un copier-coller et puis ça va marcher du premier coup comme ça. Vous en êtes d'accord? Mais il me donne suffisamment d'éléments. Il me donne tout le code qu'il faut. Pour peu que, là je parle pour ceux qui ont déjà des solutions en place, des frameworks, des personnes en entreprise qui utilisent déjà des choses, pour peu que vous ayez un framework déjà établi, vous pouvez, votre object repository, vous pouvez déjà la constituer, lui donner les éléments qui vont bien, et je vous dis, ça va marcher. Donc là, vous avez ici tout ce qui vous va bien pour gérer des cas de test, des scripts de test automatisés. Donc, toute la chaîne de fabrication du logiciel aujourd'hui
peut être prise en charge comme ça. Le fameux grand 8 DevOps que vous connaissez tous, pareil, depuis le plan, en passant depuis le code dans GitHub, en passant par Ansible, Jenkins, etc., etc., vous pouvez tout construire comme ça. Et ça marche. Après, encore une fois, il ne faut pas être idiot. Quand je dis ça marche, c'est sous réserve. Il y a des choses, il faudra mettre la main au cambouis dans le cambouis à un moment donné. Il faut aller tuner certaines choses, il faut modifier, il faut corriger. Mais ça vous donne suffisamment d'éléments pour pouvoir travailler. C'est pas joli, ça? Vous achetez, je vends le ChatGPT 25 $. Ok, donc maintenant que vous avez vu ça, Julien, je ne sais pas si tu as des questions. Arrête-moi cette démo tout de suite. Pardon? Ne regardez pas, il s'est enflammé encore. Julien, il flippe, il s'est dit, mais où je vais mettre mes consultants demain? Ouais. Non, après, effectivement, donc on voit qu'on arrive à générer des choses utilisables rapidement. Après, effectivement, il y a tout un travail de refactoring, d'analyse de la pertinence de ce que généré. On ne peut pas s'amuser à faire des copier-coller, etc. Par contre, imaginons des gens qui n'ont pas d'expérience en test automation, par exemple, qui savent bien faire leur test manuel. Donc, ça peut être une façon pour eux d'être un petit peu plus autonomes par rapport aux équipes de dev ou aux équipes de test automation pour faire un prototype, regarder rapidement si c'est automatisable ou pas, ou commencer à se former, tiens, comment je pourrais faire des crypts Selenium, qu'est-ce qu'ils me proposent. Ce n'est pas des solutions qui sont complètement intégrées, qui sont fiables à 100%. On en parlait avec certaines personnes ici présentes sur la fiabilité, même si, admettons, il fait 2% d'erreur dans ce qu'il propose dans ses scénarios. Mais 2%, si vous avez des centaines ou des milliers de cas de tests, on peut avoir du coup des dizaines de cas de tests qui sont faux. Lesquels sont faux, il faut trouver lesquels, etc. Donc du coup, ça peut quand même avoir un effet Joule. Et on ne peut pas s'appuyer dessus à 100%. Mais là, on est vraiment au début de quelque chose. L'idée, voilà, c'était de vous présenter ça, d'échanger d'ailleurs, hein, si certains d'entre vous ont déjà testé ça sur d'autres applis. C'est une thématique qu'on pourrait dupliquer sur la génération de code logiciel. Hein. Et moi, je me rappelle, il y a 20 ans, on était déjà là, tiens, on va faire de l'UML et on va générer du code automatiquement grâce à un modèle. Alors, en fait, qu'est-ce qui a changé? Il y a 20 ans, on modélisait graphiquement des applications pour se dire, tiens, on va, grâce à ça, après, générer des cas de tests ou générer du code. Je sais pas, les plus anciens ont connu ça. Des chercheurs qui n'ont pas beaucoup de cheveux de l'université de Bordeaux ont dû connaître ça. UML. Ça existe toujours. Et moi, je me rappelle, à l'époque, je me disais, mais tiens, mais ce serait top si on pouvait avoir des systèmes comme ça qui comprennent le langage humain, en fait. Parce que quand on prend du recul, qu'est-ce qu'on fait depuis toutes ces années? On essaye de communiquer avec la machine. C'est ça. Exactement. Plus ou moins bien. Oh, Oui. Tiens, on va faire du graphique, tiens, on va modéliser, etc. C'est super. Ça. La modélisation, c'est super parce que ça évite les incompréhensions entre les personnes. Si on discute à trois sur une spécification, eh ben, les trois vont comprendre peut-être à certains moments des choses différentes parce que le langage humain autorise ça. Bon, là, aujourd'hui, ce qui apparaît avec ce genre d'outils, c'est qu'on peut converser avec des robots, des machines, des outils d'une manière plus naturelle. Et c'est vraiment ça qui est différent, mais il n'y a aucune intelligence là-dedans, comme le disait Mohamed. C'est ça qui est dangereux, c'est un biais cognitif, si c'est un terme un peu complexe que j'utilise. C'est-à-dire que ça va nous donner l'impression qu'on converse avec quelqu'un ou quelque chose qui nous comprend. Mais non, c'est effectivement de la statistique, c'est des poids d'usage sur l'analyse des données, et qui, avec un certain volume de données, arrive à donner des réponses intéressantes. On parle d'émergence. Hein, voilà. Encore, là, on l'a peu détaillé, mais si dans mon exemple, je dis je suis un spécialiste du test ou je suis un spécialiste Java, par exemple, dans le prompt, ça va donner des réponses différentes en termes de niveau de code aussi. Donc si on ne dit rien, il va sortir du code de base. Si on dit non, mais j'aimerais que tu te positionnes comme un spécialiste Java, que tu me sortes un code optimisé, bah, peut-être que lui-même va vous faire une réponse différente. Si vous ne savez pas poser la question, si vous ne savez pas réaffiner, reposer des questions, sors-moi ça sous forme d'un tableau maintenant, mes plans de test. Ah oui, un tableau Excel, tiens, je peux l'importer dans mon Squash, dans mon Selenium, dans ce que je veux.
Bah déjà, ça tient. Si vous savez, si on n'y pense pas, si on ne sait pas le faire, on perd des choses. Et voilà. Il y a aussi ce danger aussi de perdre du temps en vouloir en gagner parce qu'on ne met pas assez de contexte, on ne sait pas utiliser correctement l'outil. Donc c'est un outil qu'il faut apprendre à utiliser, mais qui n'est pas un outil magique, mais qui peut être un outil de productivité et qui va s'installer de partout dans nos outils de bureautique, dans les suites Microsoft. Il y a des API qui, comme le disait Mohamed tout à l'heure, qui permettent de connecter pratiquement n'importe quelle application, votre WhatsApp, etc. Donc du coup, ça peut vraiment créer des facilités d'interaction qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Et c'est vraiment ça qui est intéressant de creuser. Et changer la nature au travail, même aux activités qu'on développe. Donc là, concernant le test, voilà, vous voyez jusqu'où on peut aller. Et en 20 ans de pratique, je peux vous dire que s'il y a une chose qui m'a vraiment étonné, c'était ça. Du jour au lendemain, le monde a basculé quelque part, on ne sait pas trop. Donc, regardez et on y va. Il y a des modèles open source qui sont en train d'arriver sur la place, qui sont comme Hugging Face, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ou certains modèles qui sont donnés par Facebook. Donc, regardez pour voir ce que ça peut vous apporter au quotidien et dans votre chose. Donc, pour les scripts automatisés, on en a parlé. Et puis, alors, les limites. Ça, déjà, Julien a suffisamment parlé des choses. La qualité des cas de test générés, faut les challenger. Ça veut dire qu'en gros, il ne faut pas prendre pour argent comptant. Il y a quand même, il peut y avoir des choses complètement aberrantes, même avec beaucoup d'assurance, ça les gens le savent maintenant, mais il y a ce qu'on appelle aussi l'hallucination de l'IA. Ça veut dire qu'il peut vous donner des choses complètement fausses qui ne vous est pas arrivé. Et puis dans ce cas-là, il faut chose. Après, il y aura la difficulté à couvrir tous les scénarios. De toute façon, même si l'IA a pas mal évolué, mais il y a quand même des choses qui restent du ressort humain. Il y a des scénarios qui ne seront pas anticipés et voilà. Donc ici, on arrive quasiment à la fin. Donc, la traduction du langage naturel en Gherkin, ça peut comporter des erreurs ou une perte de clarté. Les cas de tests générés vont dépendre de la qualité de ce qu'on va lui donner. Et aussi, les scripts qui vont être générés seront à vérifier, parce que de toute façon, les scripts, quand ça ne marche pas, ça ne ment pas. Vous lancez, ça marche ou ça ne marche pas, vous allez vite le voir. Alors, les risques, oui, pour ton projet, tu en as parlé, mais peut-être détailler un petit peu plus. C'est la pire des slides, hein. Ne prenez pas ça comme exemple. J'étais moins inspiré vers ici, donc j'ai fait juste ce que je pouvais. Je vais changer ça plus tard. Oh, quelle belle croix. Fois. Je vous montre tout en même temps, tant qu'à faire, voilà, c'est ça. Mais, par contre, c'est l'une des slides les plus importantes. Pourquoi? Parce que derrière, on parle des risques. ChatGPT ne va détecter que des erreurs qu'il sera entraîné à détecter. Quoique, ça, c'est de moins en moins vrai. Il commence à prendre des initiatives des fois. Mais voilà, en gros, si l'IA n'a pas été suffisamment bien entraînée, elle ne pourra pas anticiper surtout tous les problèmes qu'on peut rencontrer. D'être comme moi, un gentil organisateur, ouais, c'est super l'IA, et puis d'y croire tout le temps, et puis de lui faire confiance à 100%. Surtout, ne le faites pas. Pourquoi? Parce que ça peut être des conneries. Ah, c'est mon téléphone, ça. Si quelqu'un peut faire un slide, voilà, juste slider ça. J'aime bien les oiseaux et puis les mouettes sur la plage. Donc ici, une fausse impression de sécurité, ça veut dire tout simplement, merci, hein. Ça veut dire tout simplement qu'on repose trop sur l'IA et on va faire des bêtises. Des coûts supplémentaires, oui, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas m'attarder dessus. On ne s'improvise pas spécialiste de l'IA. Ce n'est pas parce qu'on utilise ChatGPT qu'on est le cadre des choses. Il faut comprendre, il y a des enjeux. Ça dépend encore une fois. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le monde va devenir du jour au lendemain chercheur ou ingénieur IA. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire. Et les applications, elles arrivent mais à tirer l'arigot. Vous regardez, vous allez voir, tous les jours, il y a des super applis pour résumer des textes, pour choses. Et aussi, il y a une technologie, il y a AutoGPT, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est la possibilité de créer des agents
Ça veut dire que de façon autonome, ChatGPT ou le AutoGPT va faire des tâches. Et ça, c'est ça qui menace un peu l'économie de façon claire, hein, je pense. Et ensuite, la phase d'apprentissage, faire un prompt, un bon prompt, ça c'est oui, tout le monde peut faire un prompt, poser une question, c'est ça le prompt, pour ceux qui ne savent pas, mais bien la poser, ça demande quand même, il y a une forme il y a une technicité quelque part qui s'apprend, hein. C'est pas compliqué, mais vous pouvez vite apprendre ça. Alors, comment introduire cet outil dans les activités de test? Bon, ça, tu en as parlé déjà. Oui, ben on a fait le tour de ça, hein. On va définir clairement les objectifs, ce qui n'est pas toujours garanti dans les entreprises, hein. Savoir pourquoi on fait venir un gars, tiens, il y a de la lumière, je suis rentré, bon, ben, tu vas travailler là, tu vas être testeur. Former les membres de l'équipe, et puis ensuite, faut penser, encore une fois, s'approprier l'outil, se poser les bonnes questions et apprendre à lui parler. Alors, donc c'est un domaine en pleine croissance, ça vient de bouger, ça bouge. Encore une fois, l'image que je prends, l'année qui devient le mois qui devient le jour, et le jour qui devient la minute, c'est pas des conneries, si vous permettez l'expression. On parle entre nous, on se comprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va très très vite et que se maintenir en équilibre, c'est pas simple. Donc faut regarder, faut pas tout suivre benoîtement et se dire l'IA, tiens, on devient fou. Mais il faut se poser des questions. Pour mon métier, demain je vais être ingénieur, je sais pas quelle est la spécialité de l'épithèque ou de choses. Voilà, vous allez voir un peu ce que ça peut vous apporter dans votre futur métier. Et puis voilà, les bonnes pratiques. Il est nécessaire de définir des bonnes pratiques parce que ça ne s'improvise pas. Il faut comprendre ce qu'on est en train de faire et tout ça. Donc, comment se former? Ouais, vas-y. Non, c'est toi. Vas-y. Ok. En fait, pour revenir un petit peu sur des thématiques que vous connaissez, je pense, en tant que testeur sur l'ISTQB, donc vous connaissez tous les ISTQB Foundation, ISTQB Test Automation, etc. Donc, un des petits derniers, c'est ISTQB, lié à l'IA et au test. Donc, c'est une formation qui est théorique, mais qui est intéressante, justement, pour se plonger dedans et qui est certifiante. Donc, vous allez pouvoir retrouver ces formations sur Upskill, qui est un des partenaires de la soirée qui a développé ce genre de formation en ligne, sur lequel on a même ajouté un état du marché sur tous les outils qui existent. Donc ça, c'est en dehors de l'ISTQB, et ça permet d'être un peu plus concret, justement, sur l'état de l'art, les différents acteurs du marché, pour que ça soit plus utile, plus utilisable dans votre vie de tous les jours. Voilà, après, vous allez retrouver des thématiques de veille techno, comme sur le blog du testeur, la taverne du testeur, sasta.com, et ça fait partie des outils de veille classiques. Alors, si vous êtes intéressé pour monter des expérimentations, donc là, on a parlé de ChatGPT, mais en fait, on travaille sur d'autres outils, hein, où on va récupérer des logs qui sont là plus liés à votre production, c'est-à-dire vraiment spécifiques à votre entreprise, choisir les meilleurs algorithmes pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter en productivité et en façon différente de faire du test. Donc, comment générer des cas de tests qui soient liés à votre prod, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dire tiens, ces cas de tests, on ne les a pas prévus, on va les générer. Mais je sais qu'il y a des développeurs aussi, donc on a des outils pour générer des tests unitaires automatiquement, qui sont plus ou moins performants, mais qui peuvent aussi des outils de productivité. Quand on parle de tests de non-régression, par exemple, on peut utiliser les tests de non-régression et les exécuter dans des ordres différents. Et on s'est aperçu que suivant l'ordre dans lequel on exécutait nos TNR, l'efficience changeait. Et il y a plein de thématiques ou de logs qu'on n'imagine même pas. Donc on récupère tous les logs et on voit les corrélations. Et quand est-ce que le prochain bug va arriver, où est-ce qu'est la faille de sécurité, la faille de fiabilité dans le système, pour concentrer l'effort de test, parce qu'une stratégie de test, c'est souvent ça, c'est comment j'adapte mon effort de test. Et c'est des nouveaux types d'outils où l'esprit humain ne peut pas capter toutes ces informations.
C'est là que je trouve l'approche entre le deep learning qui va donner des corrélations qu'on n'arriverait pas à détecter parce qu'il y a trop de data à gérer pour notre cerveau. Il va dire, tiens, va regarder là, va regarder là. Et petit à petit, on va comprendre qu'est-ce qui a une incidence, qu'est-ce qui crée du risque, qu'est-ce qui crée de l'instabilité. Et ça va rendre le travail du QA plus efficient, plus rapide. Parce qu'on en parlait d'auto, donc ces dernières années, voilà, on automatise, mais il y a toujours des goulets d'étranglement en termes de vitesse d'exécution, parce que ça prend du temps d'automatiser, ça prend du temps de maintenir tous ces frameworks. Et le deep learning va être là pour casser ces barrières, ces bottlenecks qu'on n'arrive pas à résoudre. Mais il faut casser notre approche globale du test. Et cette façon de converser avec, j'aime pas le terme d'intelligence parce qu'il n'y a pas d'intelligence là-dedans, mais avec des outils qui vont avoir une approche différente de notre cerveau humain. Et c'est le mix des deux qui va vraiment, à mon avis, créer de la valeur ajoutée, pour faire simple, et créer aussi des nouveaux métiers. Donc les nouveaux métiers qui vont arriver, c'est d'avoir des doubles compétences. IA plus dev, IA plus test. Et c'est ça qui va créer de la valeur pour les jeunes qui arrivent sur le marché aujourd'hui. C'est pour ça que côté upskill, all for test, on essaye d'anticiper, de monter des formations, de faire de la veille et travailler avec des consultants comme Mohamed pour apporter d'autres façons de voir les choses sur les problématiques que vous connaissez tous aujourd'hui. Voilà. Ok. On a tenu à peu près le délai normalement. Est-ce que vous avez des questions ou des retours d'expérience à partager ? On se rend compte que l'IA a un biais qui est souvent lié à sa donnée. L'un des exemples dans le test qui est assez classique, c'est on essaye de faire un page object model. C'est quelque chose d'hyper classique, sauf que c'est une architecture de dossier. Et ça, c'est une image. Et ça, il ne sait pas l'interpréter. Donc, on sait que la source de données de l'IA, elle est un peu complexe. C'est ça qui fait qu'elle a des biais. Est-ce que petit à petit, on ne se tournerait pas, je pense d'ailleurs, à des solutions comme Premise, où ce qui va nous intéresser, c'est le réseau synaptique de l'IA, savoir comment elle résonne, et on va se créer nos propres banques de données. Et par exemple, comme ce que fait Premise, créer une banque de données de bonnes pratiques de dev, où on met du chat GPT à l'intérieur, et on se dit, voilà, maintenant mon code, quand je le génère, c'est comme ça que je voudrais le générer, c'est avec ces bonnes pratiques-là, voire même monétiser ou créer un open source autour de pratiques de développement, autour de pratiques de test, autour de plein de choses, où on va partager des zones de compétences, par exemple dans le bancaire, par exemple dans, je sais pas moi, dans la santé ou des choses comme ça, et que ces bonnes pratiques-là, en se les partageant, en apprenant sur des domaines très précis, soit on crée une nouvelle valeur, un nouveau métier, une data qui a une valeur marchande, soit on crée des zones de compétences où on est capable de se partager des choses et où on rend ChatGPT pas intelligent, mais en tout cas compétent sur des domaines très précis. Bien sûr. C'est pas que ChatGPT, ça fait un peu... Oui, c'est ce qui a lancé un peu tout ça, qui a mis à la portée du commun des mortels, disons, commun ou d'autres, l'IA dans sa fonction. Mais l'IA, elle est là et elle est censée être en complément des activités humaines. Et effectivement, il y a par exemple une approche qui s'appelle le Smart AI, qui consiste à faire travailler des experts humains et des experts, puis des intelligences artificielles pour arriver à un but. Donc, dans tous les cas, les personnes qui alimentent l'IA, ce sont des humains. Et ces humains-là, faut trouver une façon intelligente de les intégrer dans les choses, dans nos pratiques. Tu as raison, c'est absolument... Enfin, vous avez raison. Après, pour rebondir, oui, je pense que Promax est en train de travailler sur ce sujet-là, mais c'est eux qui vous en parleront prochainement. Mais effectivement, avec le deep learning, on peut identifier des bonnes pratiques dans du code. Et ce qui est intéressant, c'est via des outils comme Promise, de mutualiser, d'identifier ces bonnes pratiques sur des milliers de personnes, des milliers d'users, qui soient dans votre entreprise ou en dehors de votre entreprise. C'est vrai pour du test pour les développeurs, mais c'est vrai pour du test Selenium, Java. On peut avoir nous on appelle ça chez nous on appelle ça le clean test. Donc c'est comment on adapte les méthodes de clean code
pour faire du clean code sur vos scénarios de test automation. Parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est que les gens qui font du test automation ne mettent pas assez d'efforts pour faire du clean code, refactorer leur code, le documenter, le faire évoluer. Ce qui coûte cher, c'est la maintenance, en fait. Et ce genre d'outil va pouvoir permettre de coacher les développeurs pour leur dire non, ça, en temps réel, dans son IDE, tu devrais le développer autrement. Voilà, il y a trois manières différentes de faire ce que tu essayes de faire. Et en temps réel, voilà, ah oui, ça, je n'avais pas pensé, donc je vais choisir ça. Et le système va apprendre du choix. Si tu as 1000 personnes qui vont choisir l'option B quand il le propose, eh ben, il va savoir que c'est la meilleure option. Il va le faire monter dans les bonnes pratiques. Ça, ce n'était pas possible jusqu'à présent. Et le fait d'avoir des outils de ce type vont aider à faire ça. Tout à fait. Ouais. D'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Quel peut être le risque lié à fournir des données d'entreprise à ChatGPT? Complètement 100% de risque. Ouais. C'est 200 même, il ne faut même pas s'amuser. Il faut apprendre à anonymiser les données. Et merci d'avoir posé la question. Et je pense qu'on va améliorer les slides là-dessus. C'est super sensible. La preuve, il y a Samsung récemment qui a vu ses ingénieurs balancer des données confidentielles à ChatGPT et c'était pas terrible. Par contre, c'est absolument nécessaire et obligatoire de comprendre les enjeux de données. Quand on utilise, c'est pareil, même on parle de ChatGPT, mais déjà, il y a des gens qui font des recherches très spécifiques avec des données d'entreprise sur Google. Google récupère aussi les données, dans tous les cas. Mais de manière moins forte que ChatGPT, effectivement, il faut apprendre à anonymiser les données. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si demain, je vous donne un cas d'usage concret, demain, vous voulez générer des cas de tests à partir d'une user story de votre entreprise. Il y a des données d'entreprise, allez, le moteur d'avion, vous travaillez chez Safran, le moteur d'avion, blablabla, X machin, tout ça. Vous retirez ça de la user story, vous remplacez, c'est pas ça qui vous importe, ce qui vous importe, vous, c'est la donnée, donc la data, vous le remplacez par X, Y, Z, et vous balancez, là, vous pouvez demander de la génération de cas de test sur des données qui sont inexploitables. Par contre, si derrière, vous balancez tout de suite, voilà, je voudrais des cas de test avec telle référence, c'est ballot. Ça ne faut pas le faire. C'est vilain. Oui, c'est-à-dire ce qu'il dit par rapport au ça s'appelle du fine-tuning, le temps qu'il est. Donc effectivement, la techno liée à ChatGPT, on peut l'implémenter en local sur des serveurs. Après, il faut du coup, c'est vous qui gérez l'infrastructure et qui gérez, voilà, c'est des serveurs avec beaucoup de RAM en fait. Mais c'est des choses qui sont en train de se faire dans certaines entreprises déjà. Après, on retombe sur des problématiques, c'est un autre sujet. Mais c'est effectivement des problématiques de sécurité, de gouvernance d'entreprise, de gouvernance d'État. Comment l'État français va pouvoir développer des modèles, ou même si on raisonne au moins au niveau européen, que les datas ne partent pas aux États-Unis. Parce que déjà, voilà, les règles aux États-Unis ne sont pas les mêmes. Du moment que c'est sur leur serveur, ils en sont propriétaires. Donc, il y a des thématiques vraiment à regarder là-dessus, tout à fait. C'est vrai, faut vraiment, merci d'avoir posé la question. Il faut vraiment être très, très sensible, faire attention à ces données, et puis derrière, ça devrait aller. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. J'ai une question toute simple. Je me pose la question, en fait, c'est le rôle de la peer review. Qu'est-ce qui va devenir si finalement tout est automatisé très rapidement par une IA ou notre modèle? Oui. Il faudra bien qu'en fin de compte, un humain relise le code, à moins qu'on automatise aussi la peer review. Mais dans ce cas, ça voudrait dire qu'on met en prod du code que personne ne regarde.
que l'IA aura regardé, qui prouve. Bon, ça aussi, ça c'est un problème mathématique. Comment tu justifies? C'est Gödel là, qui va justifier le justifieur, qui va contrôler le contrôleur, et on est dans une boucle infinie là. C'est vrai, la question qui se pose, il faut bien qu'un humain lise, mais il va arriver un moment où, je vous mets au défi, même maintenant à l'instant T, il y a du code qu'aucun humain ne comprend. Et pourtant, ces codes-là sont exploités. C'est vraiment beaucoup de codes. Il y a beaucoup de codes. Aujourd'hui, vous mettez les meilleurs programmeurs, les meilleurs profs de Berkeley, de Princeton, de l'école polytechnique, ils ne comprendront pas ce qu'il y a derrière ce code. C'est comme ça, avec la complexité. Les choses se sont complexifiées à un point aujourd'hui où on regarde, voilà, maintenant, le peu on peut comprendre dans le système, on essaie de le comprendre, de le maîtriser, mais ce qui va arriver, c'est qu'il va arriver un moment où on ne saura pas. On ne pourra pas aller plus loin. C'est l'IA qui prendra la main. Pour moi, je suis un peu fataliste. À un moment donné, il faut se dire, c'est une boîte noire, ça marche comme ça. On a des API, on a des choses avec lesquelles on peut faire mémuse, et puis ça s'arrêtera là. Voilà. Ok, une dernière question. Oui, vous avez utilisé le chat GPT+. C'est quoi les apports, la différence? C'est la rapidité. Et puis, quand on paye, pas de bras, pas de chocolat, comme ils disent les Américains. C'est qu'en fait... Il y a une version payante et une version gratuite. La version plus, ça va plus vite. Et puis, ça tombe moins en rade que la version gratuite. Mais c'est beaucoup plus. C'est le jour et la nuit. Hein, ChatGPT 4 est payant. À ma connaissance, il n'y a pas de version gratuite du 4. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous faites des requêtes, vous allez payer quelques centimes. Donc là, pour le grand public, c'est oui, tu as le droit à X requêtes par jour, etc. Mais pour une entreprise, ce n'est pas suffisant. Donc après, c'est des API qui vont se connecter au serveur et ils vous facturent au nombre de requêtes. Donc il faut pas demander des questions trop vastes sur un périmètre trop grand. Il faut vraiment poser des questions très précises sur une partie, une donnée, pour que ça ne génère pas trop de requêtes. Je crois que c'est des tokens, hein, c'est ça? Des tokens. Hein, parce qu'en fait, votre requête, elle est découpée en petits bouts qui s'appellent des tokens. Et c'est 0,002 centimes par token, je crois. C'est si tu utilises les API, si tu as l'abonnement. Oui, je parlais des API pour les entreprises. Maintenant qu'on a fait la pub de ChatGPT, j'attire votre attention sur les projets ouverts. C'est ceux-là que moi je défends vraiment. Pour l'instant, ChatGPT les bat relativement de façon claire, hein, en termes de pertinence, de rapidité et tout. Mais il y a des projets, il y a notamment un projet français qui s'appelle Bloom, qui a été développé à Lyon. Le CNRS est derrière avec Hugging Face. Vous avez récemment Hugging GPT qui vient de se lancer, qui est un projet open source aussi. Vous pouvez télécharger chez vous 31 gigas de données, ça vous donne votre mini GPT. Moi, j'en ai à la maison. Je dis à la boulangère, je dis, vous savez que j'ai un GPT chez moi? Ah bon? Elle est fière. Elle dit aux gens, j'ai un client, il a un GPT chez lui. Donc, vous pouvez, vous aussi, aller télécharger les datasets et tout ça, faire... mais allez-y maintenant. N'attendez pas dans 2 ans, ça sera trop tard. En termes de... Je parle de skills sur le marché. De comprendre les enjeux, pas de devenir ingénieur IA du jour au lendemain, mais de comprendre ce que ça apporte comme solution à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les futurs ingénieurs que vous êtes, pour certains. Okay. D'accord? Merci Mohamed. On va clôturer pour tenir à peu près le temps. Je vous remercie de votre attention. Et on va enchaîner sur la prochaine présentation.